savez, un des plus grands chefs-d'œuvre a été le livre de Norman Vincent Peale, que j'invite certains d'entre vous à aller lire, sur la puissance de la pensée positive. Parfois, simplement avoir une vision positive de votre vie, avoir une vision positive de demain, d'après-demain, dans 5 ans, vous donne une énergie positive pour davantage avoir la force d'être heureux, même quand tout ne va pas bien. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Vous êtes de bienvenue sur notre chaîne Sérénité Financière 365, cette chaîne qui a été créée justement pour vous aider à vivre libre, passionné et heureux. Je suis particulièrement content aujourd'hui parce que nous allons parler d'un sujet qui touche à un des objectifs clés de cette émission. Nous allons parler de la notion du bonheur. Et donc pour le faire, je voudrais aujourd'hui partager avec vous, et ce sera la thématique d'aujourd'hui, les principaux résultats de l'étude de Harvard Business School sur le bonheur. En réalité, il s'agit de la plus longue étude jamais menée sur le bonheur. Et nous aurons l'occasion de découvrir les éléments que nous révèle cette étude menée par la Harvard depuis 1938. Bienvenue, installez-vous confortablement et engageons le voyage. Alors, aujourd'hui, nous allons parler justement de bonheur et plus précisément de cette étude-là. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui influence notre capacité à être plus heureux? Parce qu'on parle du bonheur, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on souhaite et on vit avec pour objectif, si tout se passe bien, d'être plus heureux. Mais la question qu'on va se poser, c'est quels sont les éléments qui y entrent? Et pourquoi même le bonheur constitue un élément important dans la vie quotidienne? Alors, on peut se rendre compte que être bien dans sa peau nous renvoie à la notion de bien-être, mais également de la qualité de vie dans son ensemble. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on se sent heureux, on a tendance à être plus épanoui, plus motivé, plus engagé dans nos activités. Et on va y aller de manière très détaillée. Vous savez, il y a quelques raisons pour lesquelles se consacrer, prendre du temps à travailler à notre bonheur est quelque chose d'essentiel. On note chez les personnes qui sont très souvent heureuses qu'il y a une amélioration de la santé mentale et de la santé physique. Vous voyez, ces personnes qui sont toujours un peu plus heureuses que les autres, on va relever qu'elles sont plus en santé. Mais les personnes qui sont toujours stressées, qui sont toujours malheureuses, qui se plaignent de tout, malheureusement ont aussi un impact négatif sur leur santé physique et même bien sûr sur leur santé mentale. Vous savez, quand on essaye de faire tout, de mettre tout ce qu'il faut pour être davantage heureux, on va avoir tendance à être moins stressé, on va avoir tendance à être moins anxieux, on va avoir tendance à être moins déprimé, on va moins souffrir des maladies physiques et particulièrement des maladies comme les maladies du cœur, les maladies cardiaques. On observe cela moins chez les personnes qui sont la plupart du temps heureuses. Le deuxième axe au temps pour moi, des personnes qui sont le plus heureuses, on se rend compte que comme elles sont ouvertes, comme elles sont plus heureuses, elles ont tendance à attirer plus de personnes vers elles et à avoir de meilleures relations, à avoir des relations sociales plus fortes. Mais vous savez, des personnes qui sont toujours aigries, toujours plaintives, la plupart du temps repoussent plus les gens autour d'elles et se retrouvent renfermées. Et en réalité, maintenir ces relations, ce n'est pas seulement avec des personnes autour de nous. C'est vrai qu'il y a des relations qu'on peut maintenir avec nos familles, mais des relations qu'on peut maintenir avec nos amis, qu'on peut maintenir avec nos collègues, qu'on peut maintenir avec notre communauté. Si vous avez tendance à être une personne chaleureuse, une personne heureuse, qui montre des signes extérieurs de bonheur, vous allez pouvoir attirer ces personnes vers vous un peu plus qu'une personne qui ne le fait pas. Alors, on a parlé d'amélioration de la santé physique et mentale, on a parlé des relations sociales plus fortes, mais on note également chez les personnes qui ont tendance à être plus heureuses qu'il y a une productivité accrue. Pourquoi? Vous sentez que ces personnes, comme par magie, sont souvent plus motivées. Pendant que tout le monde, dans des contextes comme ceux-ci, peuvent être démotivés par les chocs de l'environnement, par tout ce qui se passe dans la société, par l'inflation, par les guerres, par les divisions, par tous les conflits qui nous donnent beaucoup de stress dans la vie, on va se rendre compte que les personnes, malgré tout cela, peuvent être un peu plus heureuses. Et globalement, on va voir que celles-là sont plus motivées, plus engagées dans leur travail, plus créatives, ont moins tendance à être absentes, ont moins tendance à abandonner globalement tout ce qu'elles font, sont beaucoup plus stables dans leurs emplois et sont beaucoup plus stables même sur le plan financier. Et tout cela contribue au quatrième facteur qui est avoir une meilleure qualité de vie. Vous savez, les gens qui sont totalement
qui ont l'impression, vous les voyez toujours heureux, toujours souriants, ont globalement une meilleure qualité de vie. Donc le bonheur peut contribuer à améliorer notre qualité de vie globale. Et ces personnes, justement, auront tendance, comme c'est un cercle vertueux, à davantage apprécier la vie, et parce qu'elles vont être forcément aussi plus satisfaites de leurs finances, elles auront une vision plus positive de la vie dans l'ensemble. Donc, il est vraiment important de mettre un sujet comme le sujet du bonheur à l'ordre du jour pour pouvoir y travailler effectivement. Ce n'est pas un sujet qu'on doit y travailler si on veut. Ça devrait être, à mon avis, un élément essentiel que nous devons rechercher au quotidien. Alors, ceci dit, ayant planté le décor, je voudrais revenir plus en détail sur l'étude même dont j'ai parlé au début de l'émission. L'étude qui porte dans l'émission pour laquelle nous avons consacré cette émission. Il s'agit d'une étude menée par la Harvard Business School. Et l'objectif était de dire, est-ce qu'on peut travailler à déterminer les éléments qui rendent certaines personnes plus heureuses, les personnes qui sont davantage heureuses? On a déjà vu que c'est important de travailler à accroître son niveau de bonheur. Mais est-ce que scientifiquement, on peut observer une caractéristique générale chez les personnes qui sont plus heureuses? Donc voilà, globalement, c'était l'objectif principal qu'a mené Harvard Business School. J'aimerais dire que l'étude a été menée, comme je disais, la plus longue. Elle a commencé en 1938. Et vous voyez, ça fait plus de 80 ans que cette étude a été menée. Elle continue d'ailleurs. Je pense qu'on est à la 4e génération des personnes ayant commencé l'étude. C'est-à-dire qu'on a démarré l'étude avec une première génération de personnes en 1938 et on est passé à leurs enfants, on est passé aux enfants de leurs enfants et maintenant on engage les arrière-petits-fils de la première génération avec laquelle on avait commencé l'étude. Et donc, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est identifier les facteurs qui contribuent à une vie plus heureuse et plus épanouissante. Alors, on a suivi 2 groupes de participants. Le premier groupe était constitué de 268 étudiants de Harvard. Et vous connaissez au moins une de ces personnes très célèbres, j'allais dire, c'était le président John Fitzgerald Kennedy. Le président américain Kennedy faisait partie des 268 diplômés de Harvard qui ont été suivis pendant cette période-là. Maintenant, à côté d'eux, on s'est dit, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il suffit de sortir d'une grande école pour pouvoir connaître le bonheur? Si on s'arrête simplement aux étudiants de Harvard, qui est l'école la plus prestigieuse, peut-être que ce serait faire une étude biaisée avec des personnes qui ont des chances au départ. On sait également, dans la même étude, a mis d'un côté les étudiants de Harvard 268, mais il y a également 456 hommes de la classe ouvrière de Boston, donc, qui ont travaillé dans la classe ouvrière du début des années 1900 jusqu'à peu près aux années 30, un peu avant et après la première crise de 1929. Donc, on dit, d'un côté, on aura des étudiants de Harvard, de l'autre côté, on aura des personnes de la classe ouvrière, et on va essayer de les suivre dans le temps pour voir, avec le temps, est-ce que ces personnes ont été plus heureuses? Parmi elles, celles qui ont été plus heureuses, quels sont les facteurs qui ont le plus contribué à rendre ces personnes heureuses? Et donc, voilà le but de cette étude-là. On a suivi toute leur vie, comme on a dit, on essayait de les voir régulièrement, on essayait de voir quelle est leur santé physique, mentale, quelles sont les relations qu'ils ont pu maintenir sur le plan social et sur le plan professionnel. Alors, on va arriver maintenant au résultat. Qu'est-ce que l'étude peut nous montrer? Après 80 ans, année après année, en allant rendre visite à ces personnes-là, on a pu identifier qu'il y a 3 facteurs principaux qui contribuent à une vie heureuse et épanouissante. Je le dis encore une fois, il y a 3 facteurs qu'on a observés chez la grande majorité des 268 et 456 personnes qui ont été étudiées pendant les 80 ans. Le facteur numéro 1, ce n'est pas l'argent que vous avez, ce n'est pas les biens que vous avez, ce n'est pas le pouvoir que vous avez. Eh bien, le premier facteur, c'est les relations sociales. On s'est rendu compte que l'élément qui détermine plus que tout autre élément la capacité d'une personne à être heureuse, à connaître le bonheur dans sa vie, c'est le fait de construire et de maintenir des relations sociales. Vous savez, c'est un peu atypique, n'est-ce pas? On a souvent l'impression que ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de personnes autour d'elles, dans le sens de personnes qui lui obéissent, sont des personnes plus heureuses. Mais l'étude nous montre que non. Alors, on va revenir dans le détail de ces différents éléments, mais j'aimerais montrer qu'il y a les relations sociales comme premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la stabilité émotionnelle. Le troisième facteur, c'est la satisfaction professionnelle. On va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Mais voilà les 3 éléments. Les relations sociales,
la stabilité émotionnelle et la satisfaction professionnelle. Donc, c'est un élément extrêmement important. Alors, il y a eu 2 éléments secondaires après ces 3 éléments-là. Je vais quand même les mentionner, même s'ils ne restent pas les éléments les plus déterminants. C'est les 3 premiers qui étaient les éléments les plus déterminants. Il y a eu un facteur secondaire qui est l'exercice physique régulier. On s'est rendu compte que ces personnes qui, malgré tout, essayent de maintenir une activité physique régulière avaient une plus grande chance. C'est-à-dire, on a observé chez les personnes plus heureuses cet élément-là. Il y avait la constance de la pratique de l'exercice physique régulier. Et un deuxième facteur secondaire, on a remarqué que les personnes plus heureuses ne fumaient pas. Donc, fumer, ou alors, j'allais dire, ne pas fumer, a été observé chez plus de personnes qui étaient davantage heureuses. Bien sûr, comme facteur secondaire. Donc, ça peut toujours aider de tenir compte des facteurs principaux, mais également de tenir compte des facteurs secondaires. On va maintenant rentrer en détail dans chacun de ces facteurs-là. Le premier, on l'a dit, c'est la capacité à construire et à maintenir des relations sociales. Vous savez, globalement, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient plus heureuses n'étaient pas des personnes qui étaient isolées. Non, loin de là. C'était des personnes qui avaient essayé de maintenir des relations sociales déjà assez fortes avec leur propre famille, mais également avec leurs amis. C'est des personnes qui étaient capables de construire et de maintenir sur une longue durée de véritables amitiés. Donc, en famille, on arrive à construire des relations, on est socialement attachés. N'oublions pas, on dit souvent que nous sommes des êtres sociaux. Peut-être parfois on pense le dire pas, sans le considérer à sa juste valeur, mais on se rend compte maintenant que si on veut être vraiment heureux, il faut avoir cette capacité-là à construire et à maintenir des relations. Non seulement avec notre famille, mais également avec nos amis, avec nos communautés. On a observé que ces personnes-là, justement, ceux qui ont pu le faire ainsi, ont connu une vie plus heureuse et ont été en meilleure santé que celles qui ont été isolées, qui, pour certains, sont allées même jusqu'à la dépression. Le deuxième élément qu'il faudrait mentionner, c'est qu'on peut se dire, oui, il faut maintenir des relations, mais comment le faire? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut réussir à créer, ça peut ne pas être avec 100% des membres de sa famille, mais il faut réussir à trouver un petit nombre de membres de sa famille avec qui on a des relations plus proches, plus profondes, plus longues, plus régulières. Et avec peut-être un deuxième cercle avec qui on aura des relations moins présentes, moins régulières, moins fréquentes. Mais il faut qu'on ait autour de nous des personnes où on se sent en réalité appartenir à un groupe et on essaie de construire et maintenir ces relations-là sur la durée. L'élément ça va être beaucoup plus important pour nous à terme de construire et de maintenir ces relations-là. Construire et maintenir ces relations veut dire, j'ai des proches, on ne va pas se voir une fois tous les 2 ans ou une fois tous les 5 ans. Non, il faut qu'on ait une certaine fréquence, il faut qu'on puisse se parler, qu'on puisse se voir. Même si on a un agenda chargé, on n'est pas obligé de se voir tout le temps, on n'est pas obligé de se voir seulement physiquement, mais c'est la capacité à rester connecté. Aujourd'hui, on a davantage de moyens pour rester connecté avec nos amis, avec nos familles, mais on a également des moyens de participer à des activités, à des événements autour de nous. Les événements familiaux, c'est parfois l'occasion de resserrer les liens. Vous savez, les personnes qui restent isolées, qui ne participent à aucun événement familial, qui ne participent à aucun événement entre amis, qui ne participent à aucun événement dans la communauté, petit à petit construisent un isolement autour d'elles et éloignent petit à petit également la capacité ou la propension à être heureux. Donc, il faut qu'on crée des occasions comme celle-là, qu'on ne dise pas « oui, je suis tellement occupé » ou bien « non, pourquoi il m'invite ?» On sait qu'on est tous occupés, mais il faudrait qu'on trouve le temps si on pense que le bonheur est important pour nous. Mais par contre, si vous pensez que le bonheur n'est pas important pour vous, bon, continuez à vous isoler et on verra les résultats beaucoup plus tard. Le deuxième facteur qu'on a relevé, c'est la stabilité émotionnelle. Alors, c'est quoi la stabilité émotionnelle? Vous savez que notre personnalité est influencée par nos pensées, nos émotions et puis nos actions. Alors, dans la vie, on observe que tout ne se passe pas toujours comme nous le souhaitons, n'est-ce pas? Mais on aura à faire face à des obstacles dans la vie. Cependant, on a le choix. Nous n'avons pas le choix de ce qui va nous arriver dans la vie. On aura beaucoup de situations difficiles qui vont nous arriver dans la vie. On aura beaucoup de difficultés, on aura beaucoup de challenges. Le problème, c'est quelle est l'attitude que nous allons avoir par rapport à ce qui va nous arriver dans la vie. Si nous choisissons d'avoir une attitude positive, ce qu'ont fait la majorité des personnes qui ont connu plus de bonheur, alors nous également on pourra connaître plus de bonheur qu'eux. Donc il est vraiment important de cultiver l'attitude positive pour permettre de davantage prendre soin
de notre santé mentale. Vous savez, si vous voyez des personnes qui ont l'habitude toujours de voir tout en négatif, en fait, c'est une décharge d'énergie qui se multiplie, qui se reproduit et ça va et ça revient. Donc, il faut qu'on essaye d'avoir une vision positive de la vie. Vous savez, un des plus grands chefs-d'œuvre a été le livre de Norman Vincent Peale que j'invite certains d'entre vous à aller lire sur la puissance de la pensée positive. Parfois, simplement avoir une vision positive de votre vie, avoir une vision positive de demain, d'après-demain, dans 5 ans, vous donne une énergie positive pour davantage avoir la force d'être heureux, même quand tout ne va pas bien. Donc, c'est important. On a vu que les personnes qui ont réussi à maintenir une vision positive de la vie, malgré les différentes difficultés, malgré les différents challenges, eh bien, ont connu une vie plus heureuse et plus satisfaisante. Donc, nous aussi, pourquoi pas? On peut arriver aussi à cultiver cette attitude positive-là, de prendre la vie du bon côté, de prendre soin de notre santé mentale. Et un des éléments importants qui va nous amener à être positif, même quand tout va mal. Vous savez, quand tout va mal et que vous pensez avoir tout perdu, vous pensez avoir perdu une affaire dans votre entreprise, vous pensez avoir eu une perte financière, vous pensez avoir eu un accident de votre voiture. Quand vous pensez simplement à ceux qui sont couchés, qui sont malades, qui sont à l'hôpital en ce moment, ils n'ont pas besoin de manger de gros plats. Ils n'ont pas besoin de mettre des gros habits et des vêtements de marque. Tout ce qu'ils demandent, c'est simplement d'avoir la santé et de revenir là où vous vous trouvez bien avec votre bonne santé et vous vous plaignez. Donc, à mon avis, le simple fait d'avoir de la reconnaissance, d'exprimer de la gratitude par rapport au fait que nous nous sommes levés ce matin, par rapport au fait que nous sommes en santé, par rapport au fait que beaucoup d'entre vous qui me regardent en ce moment avaient un travail, par rapport au fait que vous avez une famille autour de vous qui vous aime, qui vous aide, qui vous accompagne, c'est déjà suffisant pour avoir une énergie positive et pour renforcer votre stabilité émotionnelle. Il faut qu'on travaille à cela. Je vais prendre un exemple simple. Vous qui me regardez en ce moment, si on vous demandait, vous qui vous plaignez de ne pas avoir assez d'argent, vous qui vous plaignez de ne pas avoir assez de bonheur dans votre vie, qu'on va vous prendre votre mobilité, on va vous donner 500 millions, en échange, vous allez être paralysé pour le restant de votre vie. Est-ce que vous serez d'accord de prendre ces 500 millions? Alors vous secouez la tête, ça vous dites non. Vous dites non simplement parce que cet argent, ce matériel, votre voiture, ces raisons qui vous amènent souvent à vous énerver au point de pouvoir faire péter un câble ne méritent pas votre vie. Votre vie est beaucoup plus que cela. Donc, il faut qu'on travaille notre attitude à être plus positif, à résister à tout ce qui nous arrive de négatif. On a le choix entre ce qui nous arrive de négatif et la réaction que nous aurons par rapport à ce qui nous est arrivé. Et c'est en renforçant cela qu'on aura une stabilité émotionnelle beaucoup plus grande et forcément qu'on ouvre le boulevard vers un meilleur épanouissement. Et le troisième facteur qu'on a vu chez les personnes qui sont plus heureuses, eh bien, c'est celles qui avaient un emploi gratifiant. Ça veut dire quoi un emploi gratifiant? Quand vous avez un travail qui vous satisfait, qui vous donne le sentiment d'être utile à la société. J'aime souvent dire que nous sommes 8 milliards d'êtres humains. Nous avons 8 milliards d'empreintes digitales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a créés pour une raison particulière. Il a mis en nous quelque chose que nous seuls pouvons avoir. Quand nous avons l'impression de contribuer à cette mission-là, pour laquelle nous sommes sur cette terre, comme nous avons l'impression que le travail que nous faisons a du sens, en fait, cela nous donne beaucoup plus de bonheur. Donc, on a vu que des personnes qui étaient convaincues en elles-mêmes, qui ressentaient en elles-mêmes que leur travail avait du sens, que leur travail avait de l'impact, eh bien, ces personnes étaient beaucoup plus heureuses encore dans leur vie. Elles avaient une vie encore plus épanouissante. Vous savez, donc maintenant, vous pourrez peut-être être dans un emploi maintenant depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. La question que vous devez vous poser, est-ce que j'ai le sentiment que ce travail m'amène à contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand que moi? Vous avez le droit de vous poser cette question. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir que vous essayiez de creuser au fond de vous-même pour pouvoir trouver un emploi qui vous semble plus gratifiant, n'est-ce pas? Ça peut être même dans votre même entreprise. On ne dit pas forcément de changer d'entreprise, mais posez-vous la question. Qu'est-ce que le travail que je fais a à voir avec mes compétences, là où j'ai les domaines où je me sens réellement compétent? Qu'est-ce que le travail que je fais a à voir avec mes passions? Est-ce que je fais une activité que j'aime faire? Est-ce que je fais une activité qui semble alignée à mes valeurs internes? Vous savez, si je vous recrute dans une entreprise où vous vous rendez compte à un moment donné que le leader qui est dans l'entreprise s'organise pour pouvoir spolier les clients et que vous n'êtes pas totalement d'accord avec cela, vous avez le choix de rester dans cette entreprise et de vous faire violence chaque jour et d'avoir une dissonance entre vos valeurs profondes, qui vous êtes,
qu'est-ce que vous valorisez réellement et les pratiques dans votre entreprise. Soit vous arrivez à bousculer pour faire changer les pratiques de votre entreprise, soit vous vous dites simplement, cette entreprise fait une activité qui ne me passionne pas, pour laquelle je ne suis pas extrêmement compétent et en plus pour laquelle je suis totalement à l'opposé en termes de valeur. Ça veut dire simplement que ma place n'est pas ici. Et donc, il faut peut-être chercher à aller ailleurs. Voilà, c'est très important de dire, si on veut être davantage heureux, en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est de dire, voilà ce qu'on a constaté. Ça veut dire que si nous suivons ce qu'on a constaté chez les personnes qu'on a constaté être plus heureuses, ça veut dire en réalité, si nous essayons de suivre les mêmes éléments, les mêmes pistes, il y a de fortes chances que nous soyons aussi heureuses que ces personnes-là qui sont au sommet des personnes les plus heureuses. Donc voilà, peut-être ça va vous demander un changement radical, je ne sais pas, mais allez au fond de vous et dites-vous, si je devais recommencer, est-ce que je devais être dans cet emploi? Et j'aime bien même souvent poser une question. Si vous n'aviez plus besoin d'argent pour vivre, si, à supposer que vous avez gagné au loto, ou bien on vous a attribué une pension viagère du même salaire que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous lèverez chaque matin et viendrez épanoui faire le travail que vous faites aujourd'hui? Si la réponse est oui, ça veut dire que c'est un travail qui vous épanouit. Mais si la réponse est non, il est temps d'aller au fond de vous, chercher dans vos passions, dans ce que vous aimez faire, voir qu'est-ce qui correspond effectivement pour pouvoir mettre en avant cet élément-là. Et vous savez, pour moi, je considère que l'épanouissement devrait être l'élément clé. En tout cas, c'est le cas pour moi. Mon but dans la vie, en fait, tout ce que je fais dans la vie, j'essaie de mettre en avant l'épanouissement. J'essaie de dire, est-ce que cela contribue à me rendre plus heureux? Et c'est tout ce que nous avons passé la journée d'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui à faire, à partager. Parce que cette étude-là va au fond d'un sujet qui a été un sujet d'actualité pour les hommes pendant des décennies, pendant des millénaires. L'homme a toujours cherché globalement à être plus heureux. Alors, on voit qu'il y a 3 facteurs, si on va se résumer, qui peuvent nous rendre plus heureux. Le premier, c'est la capacité à construire et à maintenir des relations sociales. Donc, ça devrait être une de nos priorités. Le deuxième élément, c'est à l'intérieur de nous encore, c'est le cœur, c'est la capacité à avoir une stabilité émotionnelle. Et le troisième facteur qui a rendu ces personnes plus heureuses, c'est la capacité à avoir un emploi gratifiant, un emploi qui vous donne du sens, qui vous donne de la valeur. C'est vous qui jugez. Vous sentez que vous êtes dans un emploi qui vous contribue à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Ces 3 éléments vous aideront à être plus heureux dans la vie. Est-ce que c'est le cas pour vous? Je vous invite à faire une analyse et peut-être à nous retourner en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette étude-là. Alors, je vous invite également à partager autour de vous parce qu'il y a des proches qui n'ont peut-être pas forcément l'orientation de leur vie vers l'épanouissement. Partagez avec eux pour qu'ils puissent se rendre compte du fait qu'il y a des personnes qui travaillent à être plus heureuses, qu'il y a des facteurs que si nous nous intéressons à suivre, à modéliser, on peut être davantage heureux en investissant dans les domaines du social, de l'émotionnel et du côté professionnel. Donc voilà ces éléments qui vont contribuer à notre bien-être en général. Et maintenant, je sais la question que certains vont se dire. Ils vont se dire, d'accord, on est dans cet emploi. Alors, comment faire pour trouver mon véritable but dans la vie? Parce que si je trouve mon but dans la vie, le sens plus grand que Dieu m'a donné en venant sur cette terre, peut-être que ce sera plus facile pour moi de voir une activité qui s'aligne en fait à mon but dans la vie. Eh bien, ce sera le thème de notre épisode 8, comment trouver son but dans la vie et une activité alignée. L'objectif, c'est de trouver votre but dans la vie. Pourquoi vous êtes dans ce monde? Quel est votre pourquoi? Et quelle est l'activité qui est vraiment alignée avec votre pourquoi? Retrouvez-nous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 8 qui parlera de ce sujet d'actualité. Merci à vous de partager, de liker, de commenter et nous nous retrouvons avec plaisir. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.